Bonjour Fadila Maroufi. Vous êtes une militante de la laïcité. Vous combattez l'entrisme islamiste dans votre pays qui est la Belgique. C'est un combat qui a été salué d'une récompense à Paris l'an dernier. Vous avez reçu le prix international de la laïcité. Ça a été remis par le comité Laïcité République, présidé par l'avocat Richard Malka, pour préparer cet entretien d'aujourd'hui. Fadila Maroufi, mais je vous ai regardé, j'ai écouté votre discours que vous avez fait l'an dernier. Vous parlez, je vous cite, d'un ennemi qui nous a déclaré la guerre. Vous avez dit, ils veulent notre mort. Ces mots, vous les maintenez ? Oui, je les maintiens, je les assume complètement parce que je pense que ça fait plusieurs décennies en tout cas que ça se prépare. Moi, je l'ai entendu depuis mon enfance. J'avais été déjà choquée quand j'étais plus jeune sur ce qui s'est passé en Algérie avec la décennie noire, les massacres des années 90. Et les années 90, tout à fait. Mais j'entendais exactement les mêmes propos, c'est-à-dire l'appel à la haine contre le mécréant dans les mosquées. Et j'avais été fortement interpellée parce que c'était exactement ce qui était dit et ce qu'on entendait en fait en Algérie, c'est en tout cas ce qui en ressortait. Et quand on fait un parallèle, en fait, c'est ce que moi j'ai pu constater. Et puis j'ai grandi avec cette haine en fait qui nous est inculquée depuis l'enfance. En réalité, aussi bien au sein des familles que dans la communauté, via aussi les mosquées qui se sont implantées à partir des années 80, qui sont des mosquées qui ont été financées depuis l'étranger au départ par l'Arabie Saoudite, mais aussi par le Qatar. Et puis il y a eu évidemment avec le courant wahhabite et des frères musulmans. J'ai eu plusieurs générations. Moi, je suis issue d'une famille de troisième génération, l'aîné de 8 enfants. Et à partir de la deuxième génération, on voit que les choses changent et mes camarades de classe qui tiennent des propos haineux vis-à-vis des mécréants. Quand ça change, vous avez quel âge ? Quand est-ce que vous remarquez, vous observez ces premiers changements ? Alors, je devais plus ou moins avoir, à partir de l'âge des années 80, à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, au fur et à mesure que plus je grandissais, au plus il y avait des normes islamiques qui commençaient à être imposées. Lesquelles, par exemple ? J'avais par exemple des camarades de classe à l'école qui me disaient « Oh, c'est dommage, tu devrais être avec un voile, tu fais tout bien, tu as l'air d'être sincère et pieuse, il manque plus que le voile pour que tu sois vraiment admise par Allah et que tu suives vraiment l'islam. » Alors que mon père n'était pas du tout pro-voile, même au contraire, il n'aimait pas ce côté-là. C'est vraiment au bout de quelques années, des années plus tard, en fait, que ma mère va être elle-même enroulée, endoctrinée par mes frères qui eux-mêmes seront endoctrinés dans les quartiers et qui vont se radicaliser. Alors, vous avez été travailleuse sociale, vous avez donc été au cœur des familles, et c'est là où vous avez pu voir aussi en tant qu'adulte l'évolution, c'est ça ? Tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à m'émanciper, parce que j'ai quand même vécu des choses dures au sein de la communauté, moi-même, par mon expérience, c'est que j'ai voulu être travailleuse sociale pour justement aider les familles de confession musulmane à sortir de tout ce schéma. Donc je me suis engagée, j'ai poursuivi des études, je me suis engagée dans la vie associative et j'ai accompagné des familles où j'ai constaté exactement les mêmes schémas, les mêmes problématiques, c'est-à-dire la violence au sein des familles, la violence de la part des proches, que ce soit les parents, que ce soit les cousins, cousines, etc. Et en même temps, j'ai vu cet endoctrinement qui était encore de plus en plus présente. Et moi qui pensais avoir échappé à ça, puisque je me suis extrait d'un milieu familial qui commençait à être pesant et d'un quartier, par le travail, c'est que je me suis rendu compte que dans le travail, on m'appelait souvent à tenir des normes islamiques, par exemple, ne pas manger pendant le ramadan, essayer d'être couverte le plus possible, le fait que alors que je m'habillais pas d'une manière extravagante, j'étais habillée normalement, comme vous me voyez ici, mais le fait que je porte pas le voile, que je porte des t-shirts à manches courtes, etc., tout ça posait problème, et donc on me rappelait systématiquement à une pratique rigoriste de l'islam. Quelle est la stratégie à l'œuvre en Belgique ? Alors, si on part depuis le départ, les islamistes ont d'abord ciblé les musulmans, c'est-à-dire les ramener et les rappeler à l'islam, les endoctriner en les culpabilisant, en rappelant l'enfer, le paradis, surtout l'enfer évidemment, plus particulièrement pour les femmes, et aussi la haine des juifs. C'est vraiment les deux éléments qui sont centrales, c'est la haine des juifs et la place de la femme en islam et le rôle qu'elle doit tenir et ce qui l'attend évidemment si elle ne pratique pas l'islam
conformément à la charia. Et puis ensuite, petit à petit, on voit qu'ils ont commencé à surtout essayer de convaincre les mécréants. C'est-à-dire qu'au plus on voyait cet entrisme rentrer, pénétrer les différentes sphères, que ce soit les vies associatives, le monde associatif, que ce soit les partis politiques, etc., on voit qu'ils travaillent à l'intérieur ce qu'on appelle les idiots utiles, en leur faisant croire qu'il y a un vivre ensemble à travailler, mais ce vivre ensemble va toujours dans la même direction. C'est-à-dire que si on fait une fête de quartier, eh bien, il faut que tout soit conforme à l'islam pour pas heurter les musulmans. Donc, les Belges qui sont là, qui participent, ou les non-croyants, n'ont pas droit à leur verre de bière. On dit surtout pas, n'offusquez pas les musulmans, pas de boudin, pas de porc, mais on va plutôt préparer un couscous. Voilà, pas d'alcool. Donc il faut surtout pas heurter. Et ça vient surtout, on va dire, des travailleurs sociaux qui ont intégré, si vous voulez, le discours des personnes du vivre ensemble, et puis des fréristes, en fait, des gens qui Donc, sous couvert de vivre ensemble, pour vous, c'est l'imposition, enfin l'entrisme des frères musulmans qui est à l'œuvre en Belgique, c'est ça? Tout à fait. Ils ont compris notre système, ils ont compris notre langage, ils ont compris comment arriver finalement à renverser les choses. C'est vraiment d'une manière assez perverse, en fait. Et donc, c'est comme pour le voile, finalement, qui était à la base, tout le monde voyait ça comme une soumission de la femme, comme une séparation entre les hommes et les femmes. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu ma liberté, mon choix. Alors que le seul choix que la femme fait, finalement, c'est accepter le voile par soumission. Parce qu'en réalité, il ne représente que ça. Un débat sur le voile qui est revenu en France puisqu'il y a eu des prises de position sur notamment le voile dans le sport ici en France. Quelle est la réaction des pouvoirs publics chez vous en Belgique face à ce phénomène? Est-ce que ça réagit? Alors, notamment à Bruxelles, ça réagit pas tant que ça parce que, si vous voulez, Bruxelles, au départ, vous avez des ouvriers qui étaient la force en fait du Parti socialiste, donc de la gauche, qui s'imposait dans différents quartiers de Bruxelles. Bon, Bruxelles est constituée de 19 communes, et vous aviez une force de la branche ouvrière. Et puis finalement, les ouvriers, on va dire les belgo-belges, ont commencé petit à petit à quitter les quartiers. En réalité, ils ont quitté ces quartiers pas parce qu'ils devenaient riches ou parce que ça leur plaisait plus d'y habiter, mais parce qu'ils étaient confrontés à une violence de la part de la communauté musulmane qui disait violence physique, verbale, parce qu'ils disaient que d'ailleurs c'est ce qu'on enseignait dans les mosquées, c'est que les mécréants, on pouvait les voler, on pouvait les frapper, on pouvait être violent et ne pas les respecter. Par contre, les musulmans, il fallait les respecter, on pouvait pas voler un musulman. Et donc ces Belges sont de plus en plus partis, et donc on a une communauté musulmane qui est de plus en plus présente, et ce qui est une force électorale du coup pour la gauche, qui s'en sont rendus compte, et donc il fallait absolument attirer ces votes. Donc au départ, on a voulu, il y a eu une demande pour obtenir la légalité que les personnes étrangères puissent voter. Ça avait été refusé, et ensuite ils ont demandé que les personnes étrangères qui habitent dans ces quartiers puissent obtenir la nationalité belge de plus en plus rapidement. Pour des raisons électorales, pour qu'ils puissent voter. À partir du moment où ça s'est fait, évidemment, ils ont été chercher cet électorat-là en acceptant ils ont fait beaucoup de compromissions. Les frères musulmans l'ont compris, évidemment, et donc ils se sont emparés de tous les lieux fréquentés par les musulmans pour imposer et pour être les porte-parole des musulmans des quartiers, et donc finalement demander appliquer des normes pour soi-disant respecter les musulmans. Et les partis politiques ont accepté en se disant finalement on va quand même les contrôler. On a accepté certains frères musulmans dans ces partis-là, et qui ont continué à évoluer dans ces groupes et à influencer de l'intérieur. Et on voit maintenant que on permet le port du voile dans l'administration communale, alors qu'il devrait y avoir une neutralité, la séparation, les heures, tranches horaires différentes dans les piscines pour les femmes, spécialement pour les femmes, le halal dans les cantines. C'est adapté en fait à ces injonctions, c'est ça? Complètement. Vous dites cette phrase très forte, si vous voulez connaître l'avenir de la France, venez observer l'évolution en Belgique. L'heure est très grave alors pour vous.
Ah oui, on est minuit moins 2, c'est-à-dire que la Belgique, pour moi, elle est 5 ans en avance, vous êtes juste un petit peu en retard. Il y a, disons qu'en Belgique, où on n'a plus de débat, il n'y a plus ces discussions autour de cette problématique. C'est comme si ça avait été c'est caché sous le tapis. D'ailleurs, on avait, en 2021, sorti un ouvrage écrit à plusieurs, sous la direction de Florence Bergeau-Blaclair, qui s'appelle « Cacher cet islamisme », où on expliquait justement le lien entre le wokisme, entre l'islamisme, pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus, pourquoi est-ce que c'est devenu extrêmement délicat pour tout le monde d'en parler, et pourquoi c'est devenu une censure, parce qu'il y a vraiment une censure. Ça veut dire quoi, l'opinion publique belge, les médias sont tétanisés, anesthésiés ? Ils sont complètement anesthésiés d'abord par tous ces discours sur le vivre ensemble, par tous ces discours de pas d'amalgame depuis les attaques des attentats en France et en Belgique, et ça continue encore de plus fort. Les gens ont peur d'être traités d'extrême droite, donc parce qu'à partir du moment où vous parlez d'islamisme, tout de suite c'est mis en lien avec l'extrême droite. En Belgique, on a une vision de la France comme étant structurellement raciste et islamophobe. En tout cas, c'est ce que certains même chercheurs de l'université disent dans les médias francophones belges du service public, ce qui fait que les Belges ont une mauvaise perception ou vision de ce qui se passe réellement sur le territoire. Ça les intimide quelque part, c'est ça ? Ces anathèmes les intimident ? C'est des anathèmes qui les intimident, mais qui font peur, parce que à partir du moment où vous nommez les choses et que vous dites ce que vous voyez, finalement, vous pouvez perdre beaucoup. Vous perdez votre emploi, vous êtes ostracisé, on vous attaque, vous êtes attaqué, vous risquez votre vie, physiquement aussi, pas que uniquement psychologiquement. Vous coller l'anathème d'islamophobe, c'est une fatwa, c'est une condamnation à mort. Vous l'avez vu avec l'affaire Samuel Paty et d'autres affaires, comme Salman Rushdie, etc. Et évidemment, les gens ont suivi tout ça. En Belgique, on a suivi tout ça. Donc les gens se taisent, ils se disent, finalement, c'est ce qui risque de nous arriver. Alors, la chose peut-être, ce qui peut encore pour moi sauver la Belgique, parce que je pense qu'on est complètement dedans, mais c'est le fait que la France résiste. Je pense qu'on est nombreux pays, moi je l'entends dans d'autres pays, mais aussi en Belgique, qui se dit mais si la France résiste, peut-être que si la France en parle, si la France s'impose, peut-être que nos dirigeants vont finir par ouvrir les yeux et par changer d'avis et par changer leur façon de mener les choses. Alors moi j'ai ce souhait-là aussi, j'espère vraiment. On voit par exemple que votre ministre Bruno Retailleau prend des décisions assez fermes et assez courageuses, et on espère vraiment avoir un homme providentiel ou une femme providentielle politique qui ait autant de courage. Vous êtes à Paris parce que ce soir vous participez au meeting pour la République, la France contre l'islamisme, un événement qui est organisé par le collectif Agir Ensemble. Je crois que Bruno Retailleau est attendu, Gérald Darmanin. Vous allez prendre la parole. Qu'est-ce que vous allez dire à cet auditoire? Alors moi, ce que j'aimerais surtout, là où j'aimerais appuyer, c'est qu'il faut vraiment mener des actions. Il faut passer à l'action, il ne faut plus juste être regardé, être titanisé ou se taire. Il faut agir. Agir, c'est quoi? C'est de dire aux gens, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire ce que vous voyez, vous avez le droit de vous former sur ces questions-là, contrairement à ce qui est dit, et vous n'êtes pas raciste en disant ce que vous dites. Au contraire, ça va permettre peut-être à des musulmans de prendre des positions claires, parce que je pense qu'il y a aussi parmi les musulmans des gens qui n'osent pas parler. Et, bon, ils sont plus vraiment aussi nombreux qu'avant, parce que je pense qu'on a quand même perdu du temps. Mais c'est aussi dire que on a des gens en face qui nous mènent vraiment une guerre et qu'il faut être conscient de ça, qu'on peut plus se taire au nom de la paix, etc. En réalité, si on veut une paix, il va falloir la défendre, il va falloir peut-être se battre contre certaines personnes, puisqu'on l'a vu depuis plusieurs années, c'est qu'on a des attaques terroristes, des attaques au couteau, donc c'est réellement une menace physique. Et moi, j'appelle vraiment les gens à prendre la mesure et à apprendre à se défendre aussi bien intellectuellement que physiquement. On en est vraiment là. Il faut préparer les jeunes à pouvoir se défendre. On ne peut plus les laisser accepter les coups de couteau sans pouvoir réagir. On ne peut plus accepter que les gens voient d'autres personnes se faire, on va dire, planter avec un couteau sans réagir. Si on prend conscience de ça et si on donne un peu de courage aux gens et on leur dit vous pouvez le faire, je pense qu'on déjà
en face, on nous regardera avec un autre regard et ils réfléchiront à 2 fois avant de nous attaquer et avant de nous déclarer la guerre. Alors ce combat que vous menez, Fadila Maroufi, vous le menez aussi au prix d'un certain nombre de choses dans votre vie. Ça impacte votre vie quotidienne. Vous avez été même menacé de mort dans votre pays, en Belgique. Hein. Oui, j'ai été à plusieurs reprises menacée de mort. Je continue à recevoir aussi bien des insultes que des violences physiques, que des menaces de mort, des menaces aussi. Je les ai aussi. Parfois été très concrètes. Hein. Totalement. J'ai reçu des vidéos en message privé montrant les différentes manières et me souhaitant la plus longue et la plus douloureuse mort, avec des vidéos de décapitation, de la manière dont je serais brûlée, etc. Donc de torture en fait. Et donc ça, c'est ce que j'ai pu recevoir et je continue encore à les recevoir. En Belgique, malheureusement, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Là, j'ai des avocats parce que j'ai aussi une députée et conseillère communale qui m'a traité d'islamophobe, xénophobe d'une manière nationale, en disant que j'étais reconnue nationalement comme étant islamophobe, en sachant que en ayant cette étiquette-là, c'est une fatwa pour me condamner à mort en réalité. Parce que les gens en face, ils ne rigolent pas avec ça. À partir du moment où ils considèrent que l'islam est en danger, on vous désigne quelque part. On me désigne comme étant la cible. Je suis la cible parce que mes propos dérangent. Je n'ai plus droit à la parole ni dans les médias francophones belges. On m'a ostracisée. Je ne peux plus travailler parce que les gens soit ont peur de m'engager, parce qu'ils ont peur évidemment d'avoir des actes terroristes, soit parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau, on va dire, philosophique avec moi par rapport à la question de la laïcité, de l'universalisme, etc. Donc actuellement, je ne peux pas travailler. Vous faire taire, c'est ça, en Belgique ? Non seulement de me faire taire, mais complètement effacer, c'est-à-dire me faire disparaître complètement pour que les gens n'entendent pas. Or, je sais que depuis la France, j'ai de plus en plus de témoignages de Belges, aussi bien de confession musulmane que de non-musulmans, qui m'écrivent et qui me soutiennent. Qui le font évidemment en message privé parce qu'eux-mêmes ont peur. Merci Fadila Maroufi d'être venue sur le plateau de Point de Vue. Et pour poursuivre cet entretien, je vous conseille et vous recommande l'enquête signée Nadjet Cheregui et Judith Ventroub dans le Figaro magazine de cette semaine, Voyage en Belgique-Kistan. Merci d'avoir été là. Merci.